Il y a une vérité que peu osent accepter. Tu ne peux pas gagner une bataille contre un narcissique en te battant sur son terrain. Tu ne peux pas discuter avec lui. Tu ne peux pas lui faire comprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que son jeu ne concerne ni la logique ni la justice. Il s'agit de contrôle. Mais ce que tu peux faire, ce qui le détruit vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et dévastateur. Arrêtez de jouer. Les narcissiques vivent du pouvoir qu'ils ont sur toi, du chaos qu'ils peuvent semer dans ton esprit, de l'énergie qu'ils drainent chaque fois qu'ils te font réagir. Mais lorsque tu cesses de répondre, lorsque tu commences à agir indépendamment, lorsque tu deviens émotionnellement inaccessible, c'est alors que tout leur monde s'effondre. Et le meilleur de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu l'as déjà vaincu. Aujourd'hui, nous allons parler de ces signes, de ces moments où, sans t'en rendre compte, tu as arraché le contrôle à ce narcissique qui pensait pouvoir te manipuler pour toujours. Et nous le ferons avec des principes stoïciens, avec des stratégies qui non seulement te libèrent du narcissique, mais qui te renforcent également pour que tu ne retombes jamais dans le même jeu. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de le voir vaincu, c'est de te voir toi-même plus fort que jamais. 1. Il était le maître de l'histoire. Jusqu'à ce que tu réécrives la fin. Les narcissiques ne sont pas des personnes manipulées en solo. Ils manipulent la réalité. Ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais comme il doit être pour maintenir leur pouvoir. Tout est un récit soigneusement conçu où ils sont les protagonistes indiscutables et les autres ne sont que des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Ils ne cherchent pas des relations, ils cherchent un public. Ils n'établissent pas de liens, ils établissent des dominations. Ils n'aiment pas, ils contrôlent. Si tu as déjà été sous le contrôle d'un narcissique, tu sais exactement ce que c'est que de vivre dans une histoire que tu n'as pas écrite. Dans sa version des faits, c'est lui qui t'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait, qui t'a façonné, qui t'a rendu fort, qui t'a tout appris ce que tu es censé savoir. Mais surtout, dans son histoire, il a toujours été le héros incompris et toi l'ingrat qui n'a jamais su apprécier son sacrifice. Chaque fois que tu essayais de fixer des limites, chaque fois que tu voulais t'éloigner, il réécrivait les faits en sa faveur. Après tout ce qu'il a fait pour toi, c'est ainsi que tu le remerciais. Tout ce qu'il disait et faisait était pour ton bien. Si les choses allaient mal, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de toi, de ton manque de compréhension, de ta faiblesse, de ton égoïsme. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu finissais par être pris dans sa narration, doutant de tes propres décisions, te sentant coupable de quelque chose qui n'était même pas à toi. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas soudain, c'était un processus lent, presque imperceptible au début. Un jour, tu as cessé d'accepter ses paroles comme des vérités absolues. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer comment il tordait toujours la réalité en sa faveur. Et le plus important, tu as commencé à penser clairement. Le pouvoir du narcissique ne réside pas dans ce qu'il dit ou fait, mais dans ce qu'il réussit à te faire croire. Et quand tu arrêtes de croire en son histoire, quand tu regardes les choses objectivement, sans le filtre de sa manipulation, l'illusion se brise. Et c'est là que se produit la véritable défaite du narcissique. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, pas de grande confrontation finale. Il n'y a eu que du silence. Indifférence, une perte absolue de pouvoir. Ces jeux ont cessé d'avoir un effet. Ces attaques émotionnelles se sont heurtées à un mur inébranlable. Ces tentatives de manipulation sont devenues risibles, parce que ce qui te tourmentait avant te semble maintenant pathétique. L'indifférence est le poignard le plus aiguisé que l'on peut planter dans un narcissique. Sans tes réactions, sans ton énergie, sans ton attention, son domaine s'évapore. Parce que toute son identité tourne autour d'une seule chose, le contrôle. Quand il le perd, il ne lui reste rien. Et ce vide est son pire châtiment. Mais voici le meilleur. Tu ne l'as même pas fait dans l'intention de le battre. Parce que la vraie victoire n'est pas de le voir tomber, mais de te voir toi-même plus fort, plus libre. Tu as cessé d'agir selon son scénario. Tu as cessé de te soucier de ce qu'il penserait, de la façon dont il réagirait. Tu as cessé de te justifier.
Tu as commencé à prendre des décisions sans demander la permission, sans avoir peur. Et puis, soudainement, l'histoire qu'il contrôlait n'avait plus de sens. Parce que tu n'étais pas le personnage qu'il croyait avoir construit. Tu n'étais pas la victime sans défense qu'il pouvait manipuler. Tu n'étais pas son reflet, son extension, sa marionnette. Tu avais déjà tourné cette page, mais lui est toujours là, coincé dans sa propre histoire, accroché à un pouvoir qu'il n'a plus, essayant de comprendre à quel moment il a perdu le contrôle. La réponse est simple, au moment où tu as cessé de le lui donner. 2. Tu pensais être son reflet jusqu'à ce que tu montres ta véritable lumière. Le narcissique ne cherche pas un partenaire, un ami ou un allié. Il cherche un miroir. Il ne veut pas quelqu'un avec des pensées propres, des désirs indépendants, une identité forte. Il veut une extension de lui-même, un reflet qui lui renvoie l'image parfaite qu'il s'est lui-même inventée. Il ne s'intéresse pas à qui tu es vraiment, il se soucie seulement que tu remplisses le rôle qu'il t'a attribué. Dès le début, tout a été conçu pour que tu te moules à son image. S'il te complimentait, c'était parce que tu respectais son récit. S'il te punissait avec indifférence, c'était parce que tu avais osé sortir du scénario. Peu importe combien tu t'efforçais, le script changeait toujours selon sa convenance. Avec le temps, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à te rétrécir. Tu as cessé d'exprimer des opinions fortes, de prendre des décisions sans peur, d'agir par instinct. Tu es devenu quelqu'un qui pesait chaque mot, chaque action, chaque émotion, pour ne pas déranger le narcissique. Et c'est là qu'il a perdu. Parce que personne ne peut vivre ainsi pour toujours. La nature humaine est faite pour s'élargir, pour grandir, pour évoluer. Et tôt ou tard, la lumière que tu avais cachée en toi a commencé à briller de nouveau. Ce n'était pas quelque chose de planifié, ce n'était pas une grande déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de subtil, au début presque imperceptible. Peut-être que c'est toi qui as commencé à faire de petites choses sans le consulter. Tu as pris une décision sans attendre son approbation. Tu es allé quelque part sans le prévenir. Tu as donné ton opinion sans la modérer. Tu as ri de quelque chose sans vérifier s'il le trouvait drôle. Des détails insignifiants pour n'importe qui d'autre, mais une catastrophe pour un narcissique. Parce qu'il ne supportait pas de te voir agir sans demander la permission. Le narcissique a commencé à le remarquer. Au début, il a essayé de l'ignorer, comme si c'était quelque chose de passager. Ensuite, quand il s'est rendu compte que c'était réel, il a essayé de te faire reculer. Les jeux émotionnels sont revenus, les manipulations déguisées en préoccupation, les commentaires subtils conçus pour semer le doute dans ton esprit. Mais c'était déjà trop tard. Ce qui avait changé en toi était irréversible. Tu n'étais plus sur la même longueur d'onde. Ce qui te blessait avant, maintenant tu t'en fichais. Ce qui te faisait douter avant, maintenant te semblait ridicule. L'image déformée de toi-même qu'il avait construite n'avait plus aucun poids. Le deuxième signe de sa défaite a été son désespoir. Il a tout essayé. Il a essayé de te manipuler avec des flatteries, puis avec des menaces, puis avec de la culpabilité. Parce que le narcissique, quand il sent qu'il perd le contrôle, change de masque dans une tentative désespérée de reprendre le dessus. Mais cette fois, aucun masque n'a fonctionné. Parce que tu n'étais plus dans son jeu. Et voici la vérité qu'il n'admettra jamais. Tu n'as jamais été son reflet. Tu n'as jamais été une extension de son ego. Tu as toujours été toi-même, seulement il s'est chargé de t'aveugler, de te faire douter, de te faire oublier ta propre valeur. Mais maintenant tu te souviens, maintenant tu marches avec assurance, maintenant tu parles avec confiance, maintenant tes décisions ne sont plus filtrées par son approbation. Tu ne t'excuses plus pour exister, tu ne te plies plus à son contrôle, et il le sait. Il n'y a rien de plus dévastateur pour un narcissique que de voir quelqu'un qu'il croyait être à lui, quelqu'un qu'il a modelé à sa convenance, quelqu'un qu'il croyait avoir soumis, soudainement devenir une force impossible à contrôler. Tu n'as pas eu à te battre, tu n'as pas eu à crier, tu n'as pas eu à lui prouver quoi que ce soit. Tu as juste laissé ta lumière briller, et cela a suffi pour le rendre aveugle. 3. Tu vivais dans son ombre, maintenant tu brilles trop pour lui.
Certains liens ne sont pas construits avec amour ni respect, mais avec un déséquilibre de pouvoir. L'un grandit et l'autre rétrécit. L'un brille et l'autre se nourrit de cette lumière. Quelqu'un t'a convaincu petit à petit que tu devais occuper moins d'espace, que tu devais demander la permission d'exister, que c'était plus sûr d'être petit, silencieux, invisible. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat. C'était un processus lent, presque imperceptible. Au début, tu étais libre. Tu avais tes propres pensées, ambitions, des idées qui te faisaient te sentir vivant. Mais avec le temps, chacune de ces choses a été mise en doute, minimisée ou ridiculisée. Les commentaires subtils déguisés en conseils, l'indifférence face à tes réussites, le sentiment que, si tu te démarquais trop, quelque chose de mauvais arriverait. C'est ainsi que les ombres deviennent une cage. Pas une que tu peux voir ou toucher, mais une qui habite dans l'esprit. Tu as arrêté de chercher la reconnaissance parce que, d'une certaine manière, tu as appris que c'était dangereux. Tu as appris à mesurer tes mots, à contrôler ton enthousiasme, à te faire petit dans ton propre monde. Et le pire, c'est que tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais personne ne peut vivre éteint pour toujours. Peut-être qu'il n'y a pas eu un grand moment de révélation, mais un réveil silencieux. Un jour, tu as fait quelque chose sans trop y penser, sans te demander si c'était bien ou mal. Parle avec confiance. Tu as donné une opinion sans censure. Tu as osé faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Ce n'était pas prévu, ça s'est juste passé. Et à cet instant, quelque chose en toi s'est rallumé. La réaction a été immédiate. D'abord l'incrédulité. Ensuite, les petites épreuves pour te faire reculer. Le commentaire sarcastique, la moquerie déguisée en blague, l'indifférence soudaine face à ton bonheur. Mais ce qui t'aurait fait douter avant te semblait maintenant sans importance. Tu ne t'es pas donné la peine de te justifier ni de chercher l'approbation. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'une fois que la lumière commence à grandir, l'ombre s'affaiblit. Peu importe combien ils essaient, ils ne peuvent pas te renfermer à nouveau dans un espace que tu as déjà dépassé. Le premier signe que quelque chose s'est brisé a été son inconfort. Tu ne réagissais plus comme avant, tu n'étais plus prévisible. Il essayait de te faire douter, mais ses mots ont perdu leur effet. Ce qui semblait sage avant sonnait maintenant comme une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Les ombres n'existent que lorsqu'il y a quelque chose pour les projeter. Mais maintenant, c'était toi qui éclairais la scène, et à chaque pas que tu faisais hors de son influence, l'obscurité perdait de sa force. Il n'y avait pas besoin de vengeance ni de confrontation. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, tu n'as pas cherché d'explication. Continue simplement d'avancer. Tu as pris l'espace qui a toujours été le tien, tu as rempli le vide que tu avais laissé dans ta propre vie. Et l'ironie, c'est que tu ne l'as pas fait pour prouver quoi que ce soit. Tu ne voulais pas le détruire ni lui faire voir son erreur. Ne cherche pas l'approbation ni la validation. Choisis simplement de briller. Tu as choisi d'être la version la plus forte de toi-même. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait plus te faire retourner à l'ombre, c'est là que tu l'as perdu de vue. Parce que ça n'avait plus d'importance. Parce qu'au final, ça n'a jamais été à propos de lui. C'était à propos de toi, de récupérer ce qui a toujours été à toi. Tu brilles trop maintenant. Et dans ce nouveau monde, l'ombre qui t'a autrefois retenu n'a plus sa place. 4. Tu n'as plus besoin d'un masque, parce que tu as perdu l'intérêt de voir son visage. La tromperie ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y croire. Le masque n'a de pouvoir que lorsqu'il y a des yeux pour le regarder et accepter son déguisement. Pendant longtemps, tu as mis toute ton énergie à essayer de comprendre ce qui se cachait derrière. Tu voulais le comprendre, le justifier, trouver une logique à ses actes. Tu lui as donné le bénéfice du doute encore et encore. Tu as cherché des raisons là où il n'y avait que manipulation. Tu pensais que si tu voyais au-delà, si tu essayais plus fort, tu pourrais changer quelque chose. Mais la seule chose qui a changé, c'est ta capacité à te tromper toi-même. Au début, il y avait des moments de clarté, des instants fugaces où le masque glissait, laissant voir le vide derrière lui.
Peut-être étaient-ce de petits gestes, des mots sans filtre, une réaction disproportionnée, quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas à l'image qu'il projetait. Mais chaque fois que cela se produisait, tu choisissais de l'ignorer. Non pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu n'étais pas prêt à accepter la vérité. Parce qu'une fois que tu vois ce qui se cache derrière, il n'y a pas de retour en arrière. Le moment où tout s'est brisé n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de grande révélation. Ce n'était pas une découverte repentie, c'était un processus lent, cumulatif, inévitable. Tu as commencé à réaliser que chaque sourire était calculé, chaque geste avait une intention, chaque mot cachait un but. Tu as compris que rien de ce qu'il disait ou faisait n'était authentique. Il n'y avait pas de personne réelle derrière le masque, juste un reflet de ce que les autres s'attendaient à voir. Et c'est là que l'illusion s'est effondrée. Non pas parce qu'il a cessé de jouer, mais parce que tu as cessé de regarder. Avant, tu étais obsédé par la recherche de sens dans chacun de ses actes. Maintenant, tu ne t'y intéresses plus. Tu ne ressens pas le besoin de l'analyser, de le justifier, de chercher des explications. Ce qui te retenait avant te semble maintenant prévisible. Toujours le même cycle, les mêmes stratégies, les mêmes tentatives de reprendre le contrôle. Mais ça ne marche plus. Parce que la tromperie n'a de pouvoir que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y participer, et tu décides de quitter le jeu. C'est cela qui le détruit vraiment. L'indifférence, le silence. Il n'y a pas de haine, pas de rancœur, pas de désir de vengeance. Juste du vide, juste la certitude que cela n'a plus d'importance. La grande peur de quelqu'un comme lui est révélée. Ce n'est pas que quelqu'un découvre sa vérité, c'est que tu cesses de prêter attention. C'est que son existence cesse de t'affecter. C'est que le jour arrive où son masque tombe et que tu ne prends même pas la peine de regarder. Et ce jour est arrivé. Il continue à jouer. Il continue à tester les mêmes tactiques. Il continue à reprendre le pouvoir. Mais il n'y a pas de réponse, pas de réaction, pas d'impact. Le spectacle est terminé et le public est parti. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de mots finaux ni de confrontations épiques. Tu n'as rien fait pour le démasquer. Tu l'as juste laissé se montrer. Et à ce moment-là, le masque a perdu sa raison d'être, parce qu'il n'y avait plus personne pour le rendre réel. 5. Son contrôle s'effondre. Et toi, tu ne bronches pas. Le contrôle ne s'impose jamais d'un coup. Il s'installe en silence, pas à pas, avec des gestes si subtils qu'ils semblent inoffensifs. Une critique déguisée en conseil, un geste de désapprobation lorsque tu exprimais quelque chose qui ne lui convenait pas, une louange lorsque tu te comportais comme il le souhaitait. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à ajuster ton comportement pour éviter les problèmes. Tu pesais tes mots, tu réfléchissais à 2 fois avant d'agir, tu reculais lorsque tu sentais que quelque chose pourrait le déranger. Ce n'était pas un ordre direct, ça ne l'est jamais. C'est un conditionnement lent, une domestication déguisée en amour, amitié ou autorité. Il t'a fait croire que penser par toi-même pouvait avoir des conséquences, que prendre des décisions sans le consulter était risqué, que si tu voulais la paix, tu devais céder. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, son influence est devenue une ombre qui enveloppait tout. Les personnes sous contrôle ne semblent pas toujours enchaînées. Il n'est pas nécessaire d'enfermer quelqu'un lorsqu'on le convainc qu'il n'y a rien en dehors de la cage. Et toi, à un moment donné, tu as cru que cette cage était normale. Tu as cru que ses exigences étaient raisonnables, que son mauvais caractère était de ta faute, que ses règles étaient pour ton bien. Tu as accepté le contrôle comme une partie de la dynamique, comme quelque chose qui ne pouvait pas être discuté. Mais tout système de domination a un point faible. Son pouvoir n'est pas réel, il dépend d'une seule chose, que tu y crois. Et un jour, sans préavis, sans même le planifier, tu as arrêté de le faire. Il n'y a pas eu de grand acte de rébellion, pas de déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Un jour, son opinion a cessé d'être la seule qui comptait. L'une de ses règles a cessé d'avoir un sens. L'une de ses manipulations, auparavant invisible, est devenue évidente. Et à ce moment-là, le contrôle a commencé à s'effondrer.
Tu ne l'as pas affronté avec colère, tu n'as pas crié, tu n'as pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit. Tu as simplement commencé à agir de ton propre chef. Peut-être était-ce une décision prise sans le consulter. Peut-être était-ce un geste d'indifférence où auparavant tu aurais essayé de te justifier. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, as-tu fait quelque chose simplement parce que tu le voulais, sans craindre sa réaction. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une erreur, un dérapage, quelque chose qu'il pouvait corriger. Il a essayé les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il a essayé de te faire sentir coupable. Il a essayé de te provoquer. Il a essayé de réécrire l'histoire pour que tu te sentes coupable. Mais cette fois, rien de tout cela n'a fonctionné. Ce n'était pas que tu te battais. Ce n'était pas que tu voulais lui faire du mal. Simplement, son influence n'avait plus d'effet. Les mots qui auparavant t'auraient détruit te semblaient maintenant vides. Les jeux mentaux qui auparavant te confondaient étaient maintenant si évidents qu'ils en devenaient ridicules. Ce qui auparavant te faisait douter te faisait maintenant rire. Et c'est là que tout s'est brisé. Car un manipulateur sans contrôle n'est rien. Son pouvoir reposait sur l'idée que tu avais besoin de lui, que ses mots avaient du poids, que sa présence dans ta vie était essentielle. Mais la réalité est devenue indéniable. Tu n'avais pas besoin de lui. Tu n'en as jamais eu besoin. Il n'y a pas eu de grande bataille finale. Il n'y a pas eu de confrontation épique. Il n'y a pas eu de clôture avec des discours mémorables. Il n'y a eu que du silence. Il criait dans sa tête, cherchant n'importe quelle façon de récupérer son pouvoir. Mais toi, tu continues simplement d'avancer. C'était le coup le plus dévastateur. Pas que tu l'aies démasqué, pas que tu l'aies exposé, pas que tu l'aies détruit, mais que tu l'aies laissé derrière toi sans regarder en arrière, comme s'il n'avait jamais été si important, comme si son contrôle, qui semblait autrefois absolu, n'avait jamais été réel, et cette vérité lui pèse plus que tout autre. 6. Ton silence le fait crier à l'intérieur. Le bruit est tout pour lui. Son pouvoir ne se mesure pas en force, il se mesure en réaction. Chaque mot que tu lui adresses, chaque explication que tu lui donnes, chaque fois que tu essaies de te défendre ou de te justifier, alimente son contrôle. Pour quelqu'un comme lui, la pire punition n'est pas la haine ni la confrontation. C'est le vide. Mais pendant longtemps, jouer cette carte semblait impossible. Le silence n'était pas une option. Quand il t'attaquait avec des mots déguisés en préoccupation, tu répondais par des explications. Quand il te blâmait pour ses problèmes, tu essayais de raisonner. Quand il manipulait la situation, tu cherchais à la clarifier. Tu croyais que si tu trouvais les mots justes, si tu disais les choses de la bonne manière, si tu arrivais à te faire comprendre, tout changerait. Mais cela n'a jamais été le cas. Cela n'allait jamais être le cas. Parce qu'il ne s'agissait pas de comprendre, il s'agissait de contrôler, de te garder dans son jeu, de te faire sentir que tu lui devais quelque chose, qu'il y avait un fil invisible qui te liait à lui, que peu importe combien tu essayais de t'éloigner, tu devrais toujours répondre, mais tout a changé quand tu as compris qu'il n'y avait rien à expliquer. Le jour où tu as arrêté de te justifier, où ces provocations ont cessé de te causer de l'anxiété, où ces demandes d'attention ont rencontré un mur d'indifférence, le jeu s'est terminé. Sa domination n'a pas chuté avec des cris, ni avec des menaces, ni avec une confrontation finale, mais avec le silence le plus pur et le plus impénétrable. Et c'est là que le désespoir le consume, parce que chaque fois qu'il te manipulait, chaque fois qu'il tordait la réalité, chaque fois qu'il déformait les faits, il obtenait toujours ce qu'il cherchait, une réaction. Mais maintenant, la réponse n'arrive pas, et il ne peut pas le supporter. Il ne comprend pas comment quelqu'un qui était si facile à manipuler ne montre maintenant plus le moindre intérêt. Au début, il essaie de jouer avec l'évident. Il utilise la culpabilité, il utilise la nostalgie, il utilise les souvenirs qui t'ont fait douter à un moment donné. Quand cela échoue, il recourt à l'agression, à la moquerie, aux provocations conçues pour te faire exploser. Et quand rien de tout cela ne fonctionne, il reste seul. Parce que sans ta réponse, sans ton énergie, sans ton attention, il ne lui reste rien. C'est l'ironie.
Il a toujours cru que son pouvoir résidait dans ses mots, dans son charisme, dans sa capacité à manipuler. Mais la vérité est que son pouvoir n'existait que parce que tu le permettais. Le silence le laisse nu face à sa propre réalité. Il n'y a plus personne pour le nourrir, personne pour lui renvoyer son reflet, personne pour soutenir l'histoire qu'il a construite pour lui-même, et cela le détruit de l'intérieur. Mais le meilleur de tout, c'est que tu ne le fais plus pour lui. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une tentative de le faire payer pour tout le mal qu'il a fait. C'est simplement que tu n'as plus rien à dire, parce que la vérité n'a pas besoin d'explication. Parce que la paix n'a pas besoin de témoins, parce que le silence n'est pas une tactique, c'est le résultat de l'avoir complètement surmonté. Et ça, c'est ce qui lui fait le plus mal. 7. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, et pourtant tu l'as vaincu. Les films nous apprennent que les grandes batailles sont gagnées avec des discours percutants, avec un dernier affrontement où le héros vainc le méchant avec une vérité écrasante. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Dans la vie réelle, les défaites les plus dévastatrices ne viennent pas avec des cris ni avec la guerre. Elles viennent avec le silence absolu de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant longtemps, tu as cru que pour te libérer, tu avais besoin d'une confrontation. Tu pensais qu'il y avait quelque chose que tu devais dire, une vérité que tu devais crier, un combat final que tu devais gagner pour fermer le cycle. Tu as passé des nuits à imaginer ce que tu dirais, à répéter les mots qui finiraient par le faire comprendre, qui le feraient se repentir, qui le feraient ressentir au moins une fraction de ce qu'il t'a fait subir. Mais chaque fois que tu as essayé, tu t'es rendu compte de la même chose. Cela ne servait à rien. Il n'était pas intéressé par la vérité. Il ne l'a jamais été. Il ne se souciait pas de te comprendre, de t'écouter, d'arriver à un point médian. Chaque mot que tu lui adressais, chaque effort pour raisonner avec lui, n'était qu'une autre occasion pour lui de s'impliquer dans son jeu. Peu importe si tu étais en colère, si tu étais pressé, si tu étais blessé. La seule chose qui comptait pour lui, c'est que tu étais toujours là. Parce que tant que tu réagissais, tant que tu ressentais le besoin de t'expliquer, de le convaincre, de lui faire voir ce qu'il a fait, il avait encore le contrôle. Mais un jour, quelque chose de différent s'est produit. Il n'y a pas eu de grande décision, il n'y a pas eu de moment de révélation dramatique. Simplement, quelque chose en toi s'est brisé, d'une manière qui ne pouvait plus être réparée. Tu as arrêté de chercher des réponses. Tu as arrêté d'attendre une conclusion. Tu as arrêté d'avoir besoin qu'il comprenne quoi que ce soit. Et c'est là que tout a changé. Le premier signe que quelque chose échappait à son contrôle a été le vide. Il a essayé de te provoquer avec les mêmes stratégies que d'habitude, mais cette fois, tu n'as pas mordu à l'hameçon. Il a lancé des commentaires conçus pour te faire réagir, mais il ne t'affectait plus. Il a essayé de t'entraîner dans la même vieille discussion, mais tu n'es pas entré dans son labyrinthe. Au début, j'ai pensé que c'était une phase, que tu attendais le bon moment pour exploser, pour retomber dans le même cycle. Mais quand les jours ont passé, quand il a vu que tu n'étais vraiment plus là, quand il a senti que son influence sur toi s'estompait, le désespoir a commencé à se faire sentir dans sa voix, dans ses actions, dans son attitude. Parce qu'il n'a jamais pensé que la guerre se terminerait ainsi. Il n'y a pas eu de victoire bruyante, il n'y a pas eu de coup final, il n'y a pas eu de dernier mot pour sceller sa défaite. Ce qu'il y a eu, c'était quelque chose de bien pire. Un jour, tu t'es réveillé et tu ne pensais plus à lui. Un jour, tu as fait quelque chose juste pour toi, sans te souvenir de sa réaction. Un jour, tu as réalisé que le poids sur ta poitrine n'était plus là. Et c'est là que l'histoire a changé. Parce qu'il avait cru que tu serais toujours pris au piège, que son ombre te suivrait toujours, que sa voix serait toujours dans ta tête. Mais sans haine, sans revanche, sans même essayer, tu l'as effacé de ton histoire. Non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as cessé de t'en soucier. Non pas parce que tu l'as pardonné, mais parce que tu as compris que la plus grande vengeance était de ne plus jamais porter son existence. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu l'as fait.
Et cela la détruit plus que n'importe quel combat, plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quel coup. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de le battre, il s'agissait de gagner ta liberté. Et sans faire de bruit, sans lui donner d'explication, sans chercher la justice, tu as réussi. 8. Le marionnettiste a perdu ses fils et son pouvoir. Le contrôle ne s'impose pas avec des chaînes visibles. Tu n'as pas besoin de barreaux de fer pour garder quelqu'un emprisonné lorsque les fils invisibles de la manipulation sont suffisamment forts. Il te tenait avec la culpabilité, avec le doute, avec la peur de le perdre. Il manipulait les fils avec précision. Un éloge au bon moment, une punition déguisée en indifférence, un sourire qui te faisait oublier la dernière blessure. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, tu es devenu sa marionnette. Au début, tu ne l'as même pas remis en question. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que le problème venait de toi, que tu exagérais peut-être, que si tu étais simplement plus patient, plus compréhensif, plus fort, les choses seraient différentes. Tu as accepté les règles du jeu sans savoir qu'elles étaient conçues pour que tu ne gagnes jamais. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas une grande révélation, ce n'était pas un moment de colère. C'était plutôt une fatigue, une lassitude profonde de toujours vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer que chacune de ces actions avait un but, que chaque mot était calculé pour te garder emprisonné. Et quand tu l'as vu clairement, quelque chose en toi s'est brisé. Les marionnettes ne fonctionnent que tant qu'elles acceptent les fils qui les soutiennent. Le premier signe de sa défaite n'était pas le conflit, ce n'était pas une dispute explosive. C'était le silence, c'était le calme avec lequel tu as commencé à agir sans demander la permission. C'était la façon dont tu as pris une décision sans te demander ce que tu dirais. C'était le moment où tu as fait quelque chose pour toi-même, sans le poids de son ombre sur tes épaules. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une phase, que tu pourrais t'éloigner un peu, mais que tôt ou tard tu reviendrais. Il a essayé de tirer sur les fils, d'essayer les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il t'a fait sentir coupable, il t'a fait douter, il a essayé de te rappeler le rôle que tu avais joué tout ce temps. Mais les fils n'étaient plus là. Il n'y a pas eu de résistance parce qu'il n'y en avait pas besoin. Tu n'as pas combattu parce qu'il n'y avait rien à défendre. Tu as simplement continué, avec une liberté si silencieuse, si naturelle, qu'il n'a même pas réalisé que son pouvoir s'était évaporé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et puis est venu le vide. Parce que quelqu'un qui se définit par le contrôle ne sait pas qui il est sans lui. Son identité dépend de la manipulation des autres, de se sentir nécessaire, d'avoir quelqu'un qui réagit à ses provocations. Mais lorsque les fils disparaissent, lorsque la marionnette se lève d'elle-même et s'éloigne sans regarder en arrière, le marionnettiste ne perd pas seulement son domaine. Il perd son but. Tu n'as pas besoin de lui arracher les fils des mains. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rester pour le voir s'effondrer. Seulement toi vois que tu le lâches. Et à ce moment-là, sans faire de bruit, sans cri, sans vengeance, tu l'as détruit. Parce que sans ses fils, sans son théâtre, sans son public, tout ce qui reste est un homme tenant des cordes vides. La vie moderne nous expose constamment à des situations qui peuvent nous perturber. Critiques, malentendus, revers, personnes qui nous provoquent ou même le stress quotidien. Nous sommes tous familiers avec ces moments où les émotions semblent nous submerger, en particulier la colère ou la frustration. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à gérer ces émotions, à ne pas réagir impulsivement et, au contraire, à trouver la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous? Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous offre un chemin clair pour y parvenir. Par l'autocompréhension, le contrôle de soi et la réflexion constante, nous pouvons transformer nos réponses automatiques et réactives en réponses réfléchies et équilibrées. Pour pouvoir faire face efficacement à ces défis émotionnels, nous avons rassemblé la sagesse des stoïciens en proposant 12 actions pratiques qui vous aideront à prendre le contrôle de vos émotions,
En maintenant toujours la paix intérieure, nous commencerons par le plus essentiel de tous, mais le dernier est celui qui définira tout. 1. Entraîner ton esprit à ne rien prendre personnellement. C'est simple, si tu prends ce que les autres disent ou font comme quelque chose de personnel, tu es en train de perdre. La vie ne fonctionne pas de cette façon, et la plupart des gens n'agissent pas en pensant à toi, ni à comment cela te fera sentir. La vérité est que leurs paroles, leurs critiques, leurs jugements ne sont pas sur toi, ils sont sur eux-mêmes. Si tu prends chaque mot blessant ou chaque action négative comme une attaque à ton être, tu cèdes ton pouvoir. Tu permets que le comportement des autres définisse ton état émotionnel. Les stoïciens le savaient très bien. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et c'est la clé. Ne prends rien personnellement. Ne permets pas que ce que les autres disent ou font te tire vers leur niveau. Si quelqu'un te critique, cela reflète plus ses insécurités que ta valeur. Si quelqu'un t'offense, tu n'es pas obligé de réagir. Tu as la capacité de prendre du recul, d'observer la situation d'un point de vue objectif et de décider de ne pas t'impliquer émotionnellement. Quand tu arrêtes de prendre les choses personnellement, tu prends le contrôle. Tu ne te laisses plus entraîner par le comportement des autres et cela te donne une paix intérieure que rien ni personne ne peut te voler. Souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on te dit ou ce qu'on fait, c'est comment tu décides de répondre. Entraîner ton esprit à ce principe te libère, te renforce et te permet de vivre avec une sérénité que les autres envieront. Si tu veux atteindre une paix durable, tu dois commencer par arrêter de donner de l'importance à ce qui n'est pas sous ton contrôle. Les paroles et les actions des autres, bien qu'elles puissent sembler blessantes, n'ont pas le pouvoir d'altérer ton état intérieur, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment entre nos mains, et c'est notre attitude face au monde. Alors, chaque fois que tu fais face à une critique ou une offense, souviens-toi, ce n'est pas sur toi. Ne laisse pas cela te contrôler. Arrête de le prendre personnellement et observe comment ta vie change vers une paix que même les commentaires les plus cruels ne pourront briser. 2. Éviter le conflit interne par la compréhension. Le conflit interne est l'un des pires fardeaux que tu peux porter. Cette sensation d'être coincé entre deux pensées opposées, de lutter contre toi-même, de t'épuiser émotionnellement, de penser à ce que tu devrais faire et à ce que tu ne devrais pas faire, est un piège mental. Le problème est que nous cherchons souvent des réponses là où il n'y en a pas, sans nous rendre compte que tout ce dont nous avons besoin pour trouver la paix est en nous. Le stoïcisme offre une solution claire, la compréhension. Il est facile d'entrer en conflit quand tu ne comprends ni toi-même ni les autres. Nous sommes confrontés à des situations et à des personnes qui nous défient. Et la première chose que nous faisons est de réagir sans réfléchir, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Nous nous laissons emporter par nos émotions, par notre ego, par la frustration. Mais la vérité est que si nous comprenions vraiment les raisons derrière nos émotions, les réponses impulsives s'évanouiraient. La compréhension ne signifie pas seulement comprendre les autres, mais aussi toi-même. Pourquoi réagis-tu de la manière dont tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à ressentir cette colère, cette frustration ou cette anxiété? Le stoïcisme nous rappelle que rien dans la vie n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de la façon dont nous l'interprétons. Si tu comprends les causes de tes émotions, tu peux décider si ces émotions méritent d'être nourries ou s'il vaut mieux les laisser partir. Le conflit interne surgit lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Et c'est là que l'esprit doit entrer en jeu. Comprendre pour surmonter. Accepter que tout n'a pas une solution immédiate et que parfois, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours est essentiel. Le conflit interne naît du désir de tout contrôler, de vouloir que les situations correspondent à notre vision limitée. La compréhension nous permet de lâcher ce contrôle, en acceptant que, dans de nombreux cas, tout ce que nous pouvons faire est de décider comment réagir. Au lieu de te battre contre toi-même, lutte pour te comprendre pourquoi tu réagis, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. C'est le premier pas pour éviter le conflit interne.
La clé est l'autocompréhension. Sans elle, tu resteras coincé dans un cycle d'émotions débordantes, incapable d'avancer. Mais avec elle, tout change. Le conflit interne disparaît, et ce qui reste, c'est la paix, la sérénité et la capacité d'agir avec sagesse. 3. Vivre avec équanimité. Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler. As-tu remarqué combien de fois tu te troubles pour des choses que tu ne peux pas contrôler? Tu le fais tous les jours. Le trafic, les décisions des autres, les circonstances qui sont hors de ta portée. Et qu'est-ce que tu obtiens avec tout ça? Rien de plus que du stress, de la frustration et un sentiment d'impuissance qui ne fait que t'épuiser. La vérité, même si elle te fait mal à l'entendre, est que tu ne peux pas tout contrôler et tu ne le feras jamais. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de le faire? Il est temps de commencer à vivre avec équanimité. L'équanimité n'est pas seulement un joli terme philosophique. C'est un outil pratique et vital dont nous avons tous besoin pour avancer dans la vie. Les stoïciens l'ont déjà compris. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus sages, a écrit « Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler ». Cette phrase devrait résonner dans ton esprit chaque fois que quelque chose hors de ta portée essaie de te déstabiliser. La souffrance naît lorsque tu essaies de forcer le monde à s'adapter à tes désirs. La vie ne fonctionne pas comme ça, et plus tu résistes, plus tu vas souffrir. De nombreuses études psychologiques soutiennent ce que les stoïciens savaient il y a des siècles. Ce n'est pas le monde extérieur qui te détruit, c'est ta réaction à lui. Une étude réalisée par l'American Psychological Association montre que ceux qui pratiquent l'acceptation active des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler éprouvent moins d'anxiété et de stress. C'est un fait simple. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction. Et cette différence, bien qu'elle semble minime, est ce qui te permet de rester calme au milieu du chaos. Vivre avec équanimité, c'est accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Tu ne peux pas changer le comportement des autres, tu ne peux pas prédire l'avenir, ni tu peux arrêter les imprévus. Mais ce que tu peux faire, c'est décider comment tu vas réagir à cela. Ne gaspille pas d'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de te fâcher, choisis de garder ton équilibre. C'est là la véritable force. La paix mentale ne réside pas dans l'évitement des problèmes, mais dans la capacité à les affronter sans perdre son calme. Le véritable contrôle réside dans la façon dont tu décides de voir chaque situation et comment tu décides d'agir en conséquence. Arrête de chercher la perfection ou la justice dans un monde qui ne te doit rien. Commencer à pratiquer l'équanimité, c'est commencer à revendiquer ta paix, même lorsque les circonstances sont hors de ton contrôle. 4. Gérer la colère avec le processus Rain. La colère est une des émotions les plus destructrices que tu peux éprouver. Non seulement elle te détruit toi-même, mais elle affecte aussi tous ceux qui t'entourent. Et le pire de tout, quand tu exploses, tu perds le contrôle. C'est un instant de vulnérabilité, de pure réactivité que tu peux éviter si tu apprends à le gérer correctement. Le processus Rain est un outil efficace pour transformer cette colère et prendre le contrôle de toi-même, au lieu de laisser tes émotions te contrôler. Rain est un acronyme simple mais puissant. Recueillir, accepter, investiguer et naviguer. Chaque étape est cruciale pour éviter que la colère ne prenne le dessus sur toi. La première étape est de recueillir ce que tu ressens. Tu ne peux pas gérer une émotion si tu ne la reconnais pas d'abord. Beaucoup de personnes se perdent dans la rage sans même savoir pourquoi ils la ressentent. La première étape est d'être honnête avec toi-même. Pourquoi te sens-tu si furieux? Qu'est-ce qui a provoqué cette réponse? La prochaine étape est d'accepter ce que tu ressens sans le juger. Il ne s'agit pas ici de réprimer l'émotion ni d'essayer de la faire disparaître, mais de l'accepter telle qu'elle est. La colère est une émotion humaine, et la nier ne fait que l'intensifier. Accepter l'émotion sans jugement te permet de prendre le pouvoir sur elle. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui laissent passer les émotions sans leur résister ont un risque moindre de maladies cardiovasculaires, car la répression émotionnelle augmente les niveaux de stress.
La troisième étape est d'investiguer l'émotion. Pose-toi des questions sur son origine. Est-ce vraiment cette situation qui te met en colère? La colère est souvent juste une couche superficielle qui cache d'autres sentiments comme la peur ou la tristesse. En enquêtant, tu désactives le pouvoir de la colère et commences à comprendre sa racine. Enfin, l'étape de navigation est la plus importante. Une fois que tu as reconnu, accepté et enquêté sur ta colère, il est temps de naviguer à travers elle. Ne laisse pas la rage te contrôler. La véritable force réside dans le fait de s'arrêter avant d'agir, de ne pas réagir impulsivement. Cette capacité à naviguer à travers l'émotion sans te laisser emporter est ce qui te permet de maintenir la paix. La colère n'a pas à être ton ennemi. Avec le processus Rain, tu peux apprendre à la gérer, à réduire son pouvoir et en même temps à améliorer ton bien-être physique et émotionnel. 5. Apprendre à voir les provocations avec indifférence. Les provocations sont partout, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à critiquer, quelque chose à lancer à votre visage dans l'intention de vous faire réagir. Et le pire, c'est que bien souvent nous tombons dans ce piège. Mais pourquoi réagir à quelque chose qui n'a pas de valeur réelle? Les provocations ne sont qu'une distraction, une façon pour les autres d'essayer de voler votre énergie et votre contrôle émotionnel. La véritable force réside dans l'indifférence, dans le fait de ne pas donner de pouvoir à quelque chose d'aussi insignifiant. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons rien prendre personnellement. Les provocations n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Si vous permettez que les paroles de quelqu'un vous affectent, vous donnez votre paix et votre bien-être. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles. » Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de percevoir ces paroles. Si elles vous offensent, c'est parce que vous avez permis qu'elles vous offensent. Si elles vous mettent en colère, c'est parce que vous avez choisi de vous mettre en colère. La provocation est simplement un test de votre autocontrôle. Allez-vous laisser un commentaire vous déstabiliser? Allez-vous perdre l'équilibre pour quelque chose qui n'a pas de pertinence dans votre vie? C'est là que le pouvoir de l'indifférence entre en jeu. Si vous comprenez que ce que les autres disent n'a aucun impact sur qui vous êtes vraiment, alors aucune provocation ne sera capable de vous affecter. Garder une attitude indifférente face aux critiques et aux provocations est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Une étude menée par l'Université du Michigan a trouvé que les personnes qui pratiquent l'indifférence face aux conflits et aux provocations ont une plus grande satisfaction générale de leur vie et ressentent moins de stress. C'est un fait. Ce qui ne vous touche pas ne vous affecte pas. Lorsque vous vous entraînez à voir les provocations avec indifférence, vous cessez d'être une marionnette des émotions des autres et prenez le contrôle de votre propre état mental. Au lieu de répondre impulsivement, choisissez l'indifférence. En le faisant, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous devenez également un exemple d'autocontrôle pour ceux qui essaient de vous faire réagir. 6. Évitez de se laisser affecter par les commentaires des autres. Les commentaires des autres sont l'une des façons les plus courantes de perdre le contrôle de ses émotions. Qu'ils proviennent d'inconnus, de membres de la famille ou d'amis proches, les mots peuvent couper plus profondément que n'importe quelle action. Cependant, la vérité est que la seule chose que ces commentaires peuvent faire est de voler votre paix intérieure si vous le permettez. Les commentaires des autres n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne décidiez qu'ils en aient. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais comment vous le prenez. Les gens parleront. Certains le feront avec malice, d'autres par ignorance, et beaucoup simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils causent avec leurs mots. Mais à aucun moment cela ne justifie que vous les laissiez vous affecter. Les stoïciens nous enseignent que nous devons maintenir notre tranquillité intérieure indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Passer du temps et de l'énergie à réagir à ce que les autres disent est un gaspillage absolu.
Les commentaires des autres n'ont de pouvoir sur vous que si vous les prenez comme un reflet de votre valeur. Si quelqu'un vous insulte ou vous critique, cela ne signifie pas que ce qu'ils disent est vrai. Pourquoi accorder de l'importance à des mots vides? Si vous laissez les mots des autres affecter votre état émotionnel, alors vous avez donné à cette personne le contrôle sur votre bien-être. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes qui se concentrent sur leur estime de soi interne et ne dépendent pas des opinions des autres ont une meilleure santé mentale et sont moins susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété. La clé est de construire une forteresse interne qui ne dépend pas de la validation externe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous n'êtes pas leurs mots. L'opinion des autres ne vous définit pas, à moins que vous ne le permettiez. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous affecter avec des commentaires malveillants ou simplement ignorants, respirez profondément et rappelez-vous, ces mots ne sont pas un reflet de votre être. Ne laissez pas ce qui est étranger détruire ce que seul vous avez le droit de contrôler, votre paix. 7. Acceptez l'inévitabilité de la frustration. La frustration est inévitable. Peu importe combien vous essayez, peu importe combien vous planifiez bien, il y aura des moments où les choses ne se passeront tout simplement pas comme vous l'espériez. Accepter cette réalité est essentiel pour pouvoir la gérer avec sagesse. Essayer de l'éviter est une façon de vous tromper vous-même, une façon de continuer à chercher une perfection qui n'existe tout simplement pas. La frustration est l'une des émotions humaines les plus universelles, et prétendre qu'elle n'arrivera pas ne fait que vous préparer à un choc violent quand elle le fera. Il n'y a pas d'échappatoire à la frustration, mais il y a une façon d'apprendre à vivre avec elle et de sortir plus fort de chaque défi. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Il ne s'agissait pas d'éviter la douleur ou la frustration, mais de les reconnaître, de les accepter et d'apprendre d'elles. Sénèque a dit « La frustration est la réponse naturelle aux obstacles, mais nous ne pouvons pas permettre que cela nous vainque. Nous faisons tous face à des obstacles qui nous frustrent, mais la clé est de savoir comment nous y répondons. Au lieu de lutter contre la frustration, pourquoi ne pas apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance personnelle? Dans la société moderne, les gens ont tendance à penser que la frustration est quelque chose qu'ils doivent éviter à tout prix, ce qui conduit à une vie pleine d'attentes non satisfaites et de stress constant. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulions, nous tombons dans le piège de la plainte et de l'auto-apitoiement. Mais la frustration fait partie de la vie, une force que nous ne pouvons pas simplement rejeter, mais que nous devons apprendre à intégrer. Si vous ne savez pas comment gérer la frustration, elle vous consumera. Si, au contraire, vous l'acceptez et l'affrontez avec la bonne mentalité, elle devient un tremplin pour la force émotionnelle et mentale. Une étude réalisée par l'Université de Stanford a montré que les personnes qui apprennent à accepter la frustration sans laisser les émotions les contrôler ont une plus grande capacité à résoudre les problèmes. La frustration, au lieu d'être vue comme une barrière, peut être vue comme un défi qui vous oblige à vous adapter, à penser différemment, à être créatif. Le succès ne réside pas dans l'évitement de la frustration, mais dans la façon dont vous décidez de réagir face à elle. Dans la pratique quotidienne, la frustration peut être le moteur de votre croissance. Si vous êtes confronté à un problème qui semble insurmontable, au lieu de vous rendre ou de laisser la frustration vous entraîner, profitez de ce moment pour vous arrêter, respirer et réfléchir à ce qui est vraiment sous votre contrôle. Il ne s'agit pas d'éviter le malaise, mais d'être capable de garder son calme et sa clarté d'esprit pour trouver la meilleure solution possible. Accepter l'inévitabilité de la frustration n'est pas se résigner à la défaite. C'est un acte de force. C'est la capacité de comprendre que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous pouvons contrôler la façon dont nous faisons face aux difficultés. Lorsque vous cessez de résister, le pouvoir de la frustration disparaît et ce qui reste, c'est votre capacité à affronter la vie avec un esprit inarrêtable. 8.
Contrôlez la colère avant qu'elle ne vous domine. La colère ne vient pas de nulle part. C'est une étincelle qui se transforme en feu si elle n'est pas contrôlée à temps. Combien de fois avez-vous laissé une petite provocation, un commentaire déplacé ou un obstacle inattendu vous entraîner dans la fureur pour ensuite le regretter? Chaque fois que la colère vous domine, vous donnez le contrôle à quelque chose d'externe. Mais vous n'avez pas à être prisonnier de vos émotions. La clé est d'arrêter cette étincelle avant qu'elle ne se transforme en feu. Le contrôle de la colère n'est pas un acte de répression, c'est un acte de pouvoir personnel. La première étape pour contrôler la colère est de la reconnaître à son stade le plus précoce. La colère n'apparaît pas soudainement, elle commence par une sensation interne, une petite irritation, une augmentation de la fréquence cardiaque. La clé est d'être si en phase avec votre corps et votre esprit que vous pouvez détecter ces symptômes avant que la colère ne se manifeste complètement. La plupart des gens réagissent sans réfléchir, laissant leurs émotions prendre le dessus. Mais les stoïciens enseignaient le contraire. Épictète, par exemple, a affirmé « La véritable mesure d'un homme est la façon dont il réagit lorsqu'il est provoqué ». Si vous ne contrôlez pas la colère vous contrôlera. Contrôler la colère n'est pas la même chose que l'ignorer ou la réprimer. La répression ne fait qu'augmenter la pression interne jusqu'à ce que vous explosiez. La véritable force réside dans l'acceptation que vous ressentez de la colère et, au lieu de vous laisser emporter, de la reconnaître, de lui donner un espace pour exister, mais sans la laisser contrôler vos actions. Le fait que vous ressentez de la colère ne fait pas de vous une personne faible ou hors de contrôle. C'est le fait de céder à cette émotion, de la laisser guider vos actions qui vous affaiblit. La colère n'a de pouvoir que lorsque vous refusez de l'affronter avec calme et conscience. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la capacité de s'arrêter avant d'agir, de choisir consciemment de ne pas céder aux émotions qui vous poussent. En pratique, cela se traduit par une pause, une respiration profonde, et simplement observer ce qui se passe en vous. Cette pause, bien que brève, peut faire la différence entre une explosion impulsive et une réponse réfléchie. Il est important de comprendre que la colère n'affecte pas seulement vos relations, mais aussi votre corps. Une étude menée par l'université de Harvard a montré que les personnes qui éprouvent des niveaux élevés de colère chronique ont un risque plus élevé de maladies cardiaques et d'autres troubles liés au stress. La colère n'est pas seulement un ennemi de votre paix intérieure, mais aussi de votre bien-être physique. Lorsque vous permettez à la colère de vous dominer, vous lui donnez non seulement le contrôle de votre esprit, mais aussi de votre santé. Le contrôle de la colère est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter l'émotion, mais de la maîtriser avant qu'elle ne vous maîtrise. Si vous êtes capable de faire face à la colère avec calme et contrôle, vous pouvez la transformer en une opportunité de démontrer votre force intérieure. La colère n'est qu'une émotion, et comme toutes les émotions, elle est sous votre contrôle. La clé est de se rappeler que le véritable pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de répondre, et non dans l'émotion que vous ressentez. 9. Évitez la victimisation et assumez la responsabilité. La victimisation est l'un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber. Elle est tentante. Elle te donne une excuse pour ne pas affronter tes propres erreurs, pour blâmer le monde pour ce qui t'arrive. Mais tu sais quoi? La réalité est bien plus dure que ce récit. Croire que le monde t'attaque ou que la vie est injuste envers toi n'est qu'une façon d'éviter d'assumer la responsabilité de tes actions. Le chemin vers la véritable force réside dans le fait de cesser d'être une victime et de commencer à assumer pleinement la responsabilité de ta vie. La victimisation te transforme en spectateur de ta propre vie, en attendant que les circonstances changent d'elles-mêmes. Mais c'est une illusion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à ce qui se passe. Si tu te vois constamment comme une victime, tu cèdes ton pouvoir à quelque chose en dehors de toi.
La faute n'est jamais à l'extérieur, elle est toujours en toi, dans les décisions que tu as prises et celles que tu as décidé de ne pas prendre. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient cela parfaitement. Dans leurs écrits, il n'y a pas de place pour les excuses. Marc Aurèle disait « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est sur le chemin et tu ne sais pas quand elle viendra. » Cette pensée, bien que dure, te rappelle que le temps est limité. La victimisation te vole ce temps, te fait te sentir comme si tu étais une victime des circonstances, alors qu'en réalité, les circonstances ne sont que ce qu'elles sont. Te plains-tu d'un travail que tu n'aimes pas, d'une relation qui te frustre? Assume la responsabilité, car au final, tu as toujours le choix. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes qui assument la responsabilité de leurs actions, au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, ont un plus grand sentiment de bien-être et de contrôle sur leur vie. Le pouvoir d'assumer la responsabilité est libérateur. Tu arrêtes d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes et tu commences à agir. Il n'y a plus d'excuses. La vie ne te doit rien. Tu es responsable de la façon dont tu la navigues. Quand tu cesses d'être une victime, tu deviens un créateur de ton destin. La responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une force qui te permet d'agir avec contrôle et intention. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, arrête de chercher qui blâmer et demande-toi « Qu'ai-je fait pour contribuer à cela? Que puis-je faire maintenant pour changer ma route ?» C'est cette mentalité qui te mènera loin. La véritable liberté se trouve dans l'assumption de responsabilité, dans le fait de cesser de voir tout ce qui t'arrive comme quelque chose d'extérieur à toi et de commencer à voir chaque situation comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Si tu cesses d'être une victime, tu commences à être l'architecte de ta propre vie. Ce n'est qu'ainsi que tu prendras le contrôle de ton destin et cesseras d'être l'esclave de tes propres excuses. 10. Éviter les réponses réactives et agir avec sagesse. La réaction immédiate est l'un des pièges les plus faciles à tomber. Elle est instinctive, émotionnelle et généralement destructrice. Au lieu de réfléchir avant d'agir, tu réponds instantanément, sans considérer les conséquences. La réponse réactive est la sortie facile, celle qui ne nécessite pas d'effort de réflexion. Mais ce qui se passe après une réaction impulsive est presque toujours le même cycle. Regret, culpabilité et les dommages causés à toi-même et aux autres. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans le fait de prendre un moment, de s'arrêter, de réfléchir et d'agir avec sagesse. Les stoïciens comprenaient que la sagesse ne vient pas de la réactivité, mais de la réflexion. Sénèque a écrit « Le calme est la vertu de la sagesse ». La réactivité est une réponse superficielle, alimentée par l'ego et l'impatience. Chaque fois que tu réponds de manière impulsive, tu cèdes du terrain à ces émotions qui ne sont pas basées sur la raison. Pourquoi permettre à la peur, à la colère ou à la frustration de décider pour toi? La véritable force réside dans le contrôle de ces réponses automatiques et leur transformation en décisions basées sur la clarté et la sagesse. Lorsque tu es confronté à une situation difficile ou inconfortable, la première étape est de t'arrêter. N'agis pas immédiatement. Respire, réfléchis. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Qu'est-ce qui est vraiment en conflit? Tes émotions ou la situation elle-même? Cet espace de réflexion est ce qui sépare la réaction de l'action intelligente. En prenant ce moment pour te calmer, tu romps automatiquement le cycle de la réactivité et à la place, tu agis de manière plus raisonnée et contrôlée. Dans les situations de stress ou de conflit, la sagesse se manifeste par la patience et le calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit ou de réprimer les émotions, mais de les gérer d'une manière qui ne te conduise pas à une réponse destructive. La sagesse est la capacité de discerner quand agir, comment agir et quand attendre. Les réponses impulsives, en général, ne font qu'aggraver les choses.
La sagesse, en revanche, te permet de naviguer même dans les eaux les plus turbulentes sans perdre le cap. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui te donnera envie de réagir immédiatement, souviens-toi que le véritable pouvoir réside dans la pause. Fais-le avec sagesse. Prends ce moment pour te calmer et réfléchir. En le faisant, tu changeras complètement le résultat de n'importe quelle situation. 11. Reconnaître la racine de la colère. La colère n'est pas une émotion qui surgit de nulle part. Elle a toujours une racine profonde. Si tu ne prends pas le temps de reconnaître cette racine, tu risques de laisser la colère te dominer sans que tu puisses comprendre pourquoi. La plupart des gens réagissent impulsivement lorsqu'ils ressentent de la colère, sans creuser ce qui cause réellement cette réaction. Mais voici la vérité. Si tu ne comprends pas pourquoi tu te mets en colère, tu deviens un esclave de cette émotion. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à réfléchir. La colère est souvent une manifestation d'émotions non résolues. Elle peut surgir de la peur, de l'insécurité, d'une blessure passée qui n'a jamais guéri ou d'une attente non satisfaite. Au lieu de reconnaître ces facteurs sous-jacents, nous nous concentrons uniquement sur l'objet de notre colère. Le commentaire, l'action, la personne qui nous a provoqués. Mais si nous n'attaquons pas la racine, la colère reviendra encore et encore. Les stoïciens comprenaient cela. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion sur les choses ». La colère n'est pas le résultat d'un incident isolé, mais d'une interprétation personnelle de ce qui se passe. Le véritable défi est d'aller au-delà de la réaction immédiate et d'examiner les émotions cachées derrière la colère. Par exemple, as-tu remarqué comment tu te mets en colère quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais? Cette frustration n'a pas toujours à voir avec la situation elle-même, mais avec l'attente de contrôle que tu as sur elle. Peut-être te sens-tu impuissant ou crains-tu que tout s'effondre. La colère, dans ce cas, n'est qu'un reflet de cette peur et de l'incapacité d'accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. La première étape pour reconnaître la racine de la colère est de te demander à toi-même « Pourquoi suis-je vraiment si en colère ?» La réponse pourrait te surprendre. Ce qui te met en colère n'est peut-être pas ce qui te touche vraiment. En comprenant l'origine de ta colère, tu peux commencer à la désamorcer avant qu'elle ne prenne le dessus sur toi. En comprenant les racines de ta colère, tu cesses d'être contrôlé par une émotion éphémère. La reconnaître te donne le pouvoir de la gérer, au lieu d'en être la victime. Au lieu de réagir impulsivement, tu deviens le maître de ton propre état émotionnel. On t'a vendu l'idée que d'être bon est la bonne chose à faire. Que si tu es gentil, les gens te le rendront de la même manière. Que si tu aides, tu seras apprécié. Que si tu donnes sans rien attendre en retour, l'univers te récompensera. Pures illusions, pure sottise. Dans le monde réel, quand tu es toujours là, tu deviens une partie du paysage. Comme une chaise, comme une lampe, comme quelque chose d'utile mais d'invisible. Les gens ne respectent pas ce qu'ils ne sentent pas qu'ils peuvent perdre. Si tu ne fixes jamais de limites, on te piétine. Si tu donnes sans exiger, on te considère comme une source inépuisable. Et quand tu essaies de changer, il est déjà trop tard. On t'a catalogué comme celui qui dit toujours oui, celui qui ne pose jamais de problème, celui qui est là pour tout le monde, sauf pour lui-même. Les gens ne sont pas cruels par nature, mais ils sont opportunistes. S'ils peuvent obtenir quelque chose sans en payer le prix, ils le feront. Non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la survie. Prendre ce qui est gratuit, ignorer ce qui n'a pas de coût. Et si tu ne mets pas de valeur à ton temps, à ton énergie, à ton attention, pourquoi diable quelqu'un d'autre le ferait-il pour toi? Ceci n'est pas une invitation à être un misérable sans âme. C'est un avertissement. Parce que si tu ne te réveilles pas, ils te consommeront vivant. Aujourd'hui, je vais te donner les outils pour mettre fin à tout cela, pour arrêter d'être une ressource libre d'utilisation, pour que chaque chose que tu donnes ait du poids et de la valeur. Parce que si tu continues à agir comme si ton temps et ton énergie ne coûtaient rien, le monde ne te contredira pas. Il te utilisera simplement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi.
Une faveur occasionnelle est de la gratitude. Une faveur constante est une facture impayée. Fais une faveur à quelqu'un une fois et il te remerciera, avec enthousiasme, avec une gratitude sincère, avec un sourire qui semble authentique. Fais-le 2 fois et il t'appréciera, peut-être avec un « vraiment merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Fais-le 3 fois et il commencera à l'attendre. La 4e fois, ce n'est plus une faveur, c'est une habitude. La 5e fois, si tu décides de ne pas le faire, tu seras vu comme quelqu'un d'égoïste ou de changeant. Ce qui a commencé comme un geste noble se transforme en une obligation silencieuse. Sans préavis, la gratitude disparaît et ce qui était autrefois apprécié est maintenant pris pour acquis comme faisant partie de la norme. Quand quelque chose devient constant, l'esprit humain le classe comme garanti, pas comme précieux. Il n'y a pas de malice derrière, juste de l'inertie. Les gens ne remettent pas en question ce qui est disponible sans effort. Ils ne l'analysent pas, ils ne l'apprécient pas. Ils l'utilisent. Une faveur répétée trop de fois cesse d'être un acte de générosité et devient un service. Il n'y a pas de facture, pas de contrat, pas de dette explicite, mais le coût est payé avec ton temps, ton énergie, ta patience. On ne s'attend pas à une rétribution parce que tu ne l'as jamais établie dès le début. Et quand tu essaies de rompre le cycle, la réaction n'est pas de la gratitude pour ce que tu as donné auparavant. C'est de l'inconfort, c'est de la réclamation, c'est de la tromperie. Les gens ne se demandent pas combien ils ont aidé par le passé, ils ne ressentent que l'absence dans le présent. Le problème est que le manque de limite crée une perception erronée de disponibilité infinie. Quand quelqu'un s'habitue à recevoir sans restriction, il développe la croyance que cela sera toujours ainsi. Il n'y a pas de mémoire, pas d'équilibre, il y a seulement de la demande. L'usure ne se remarque pas jusqu'à ce que celui qui donne décide de s'arrêter. C'est alors que la vérité éclate. La générosité incontrôlée n'inspire pas le respect, elle inspire la dépendance. Les stoïciens enseignaient que la générosité n'est vertueuse que lorsqu'elle est consciente et mesurée. Donner sans mesure n'est pas de la noblesse, c'est de l'insouciance. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou de refuser de l'aide, mais d'agir avec intelligence. Une faveur doit être un acte précieux, pas une transaction vide répétée jusqu'à l'épuisement. La générosité mal comprise n'est pas renforcée, elle est affaiblie. Dosifier ce que l'on donne est le seul moyen de conserver sa valeur. Une faveur occasionnelle est mémorable, laisse une marque, génère une appréciation authentique. Une faveur constante s'use, perd de sa signification et devient une partie du paysage. Être généreux ne signifie pas être une ressource inépuisable. Donner sans limite ne génère pas de gratitude, ça génère des attentes. Le respect ne s'obtient pas en se donnant complètement, mais en démontrant que ce que l'on donne a un coût. 2. Si tu portes toujours les autres, un jour tu découvriras que personne ne te soutiendra. Porter le poids des autres sur les épaules semble honorable. Cela ressemble à un acte de force, de responsabilité, d'altruisme. Au début, soulever les autres donne le sentiment d'être utile, d'être nécessaire, d'être quelqu'un en qui les gens ont confiance. Mais ce qui commence comme un acte de soutien devient une condamnation silencieuse, un fardeau qui pèse de plus en plus chaque jour, une prison construite par ton propre sens du devoir. Le problème est que lorsque quelqu'un s'habitue à ce que tu sois là pour le soutenir, il cesse de voir l'aide comme un geste et la transforme en une partie naturelle de la relation. Ce qui était autrefois exceptionnel devient l'attendu. Petit à petit, ceux qui marchaient à tes côtés commencent à s'appuyer sur toi sans mesure. Ils le font sans malice, sans planification, sans s'en rendre compte. Ils s'appuient parce qu'ils le peuvent, parce que tu es là, parce que tu n'as jamais montré de signe de faiblesse. Chaque fois que quelqu'un a besoin de toi, tu réponds. Chaque fois que quelqu'un tombe, tu le relèves. Chaque fois que quelqu'un a un problème, tu le résous. Sans t'en rendre compte, tu deviens un pilier, une structure invisible qui soutient tout le monde. Au début, cela semble être un honneur, une marque de respect, mais en réalité, c'est un danger.
non pas parce que aider est mauvais, mais parce que lorsque tu portes toujours les problèmes des autres, les autres apprennent à ne pas porter les leurs. Ils apprennent que s'ils trébuchent, tu les ramasseras. Ils apprennent que si quelque chose va mal, tu seras là pour le réparer. Ils apprennent qu'ils peuvent continuer à avancer sans se soucier, parce que quelqu'un d'autre assumera les conséquences. Et ce quelqu'un, c'est toujours toi. Mais la véritable trahison ne vient pas des autres, elle vient de toi-même. Parce qu'à un certain point, tu as oublié que tu as aussi une limite, que ta force n'est pas infinie, que personne ne peut soutenir tout le monde sans se briser. Et quand tu te fatigues enfin, quand ton dos ne peut plus supporter de poids, quand un jour tu as besoin de soutien, la réalité frappe fort. Personne n'est là pour te soutenir. Non pas parce qu'ils sont cruels, non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à te voir comme quelqu'un qui a aussi besoin d'aide. Tu as toujours été le fort, celui qui résolvait, celui qui réglait, celui qui absorbait les coups et continuait sans se plaindre. Et quand ce rôle se brise, l'inconfort apparaît. Tu cesses d'être utile et tu deviens un problème, un poids mort que personne ne sait comment porter. Il n'y a pas de mémoire dans ce jeu. Personne ne se souvient combien de fois tu as été là pour eux. Personne ne se souvient combien de problèmes ont été résolus. Personne ne se souvient combien tu as sacrifié. Ils ressentent seulement le vide de ce que tu ne fais plus pour eux. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne le font pas par haine, ils ne le font pas par mépris. Ils ne savent tout simplement pas comment réagir lorsque la base sur laquelle ils se soutenaient vacille. Et c'est là que la réalité frappe le plus fort, celui qui n'apprend jamais à demander de l'aide, celui qui ne laisse jamais les autres porter une partie du poids, celui qui se sacrifie toujours en silence, finit seul. Non pas parce que personne ne l'aime, mais parce que personne ne sait comment le soutenir quand il ne peut plus se soutenir lui-même. Le respect ne s'obtient pas en devenant la base sur laquelle tout le monde repose. Il s'obtient en apprenant à fixer des limites, à lâcher des charges qui ne t'appartiennent pas, à laisser chacun porter son propre poids. La générosité sans contrôle ne crée pas de liens forts. Elle crée des relations déséquilibrées. Celui qui porte toujours les autres, tôt ou tard, se retrouve seul avec son propre poids et avec l'amère leçon que la force mal comprise n'est qu'une autre forme d'esclavage. 3. Si tu ne fixes jamais de prix, les gens supposent que tu es gratuit. Le monde ne valorise pas ce qui n'a pas de coût, ce qui est offert sans condition, ce qui est disponible sans restriction, ce qui est donné sans rien demander en retour, devient automatiquement quelque chose sans valeur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il ne s'agit pas de justice, il ne s'agit pas de moralité, il s'agit de perception. Et lorsque tu ne fixes jamais de prix, lorsque tu n'établis jamais de limites, lorsque tu ne fais jamais savoir combien tu vaux, les gens supposent que tu es gratuit. Dès l'instant où tu commences à donner sans rien demander en retour, tu crées une attente. Au début, les gens peuvent l'apprécier, ils peuvent te remercier, ils peuvent même le voir comme quelque chose de spécial. Mais quand cela se répète encore et encore, cela cesse d'être un geste et devient une norme. Ce qui était auparavant une faveur est maintenant une partie de ce qui est attendu. Ce qui était auparavant un acte de générosité est maintenant une obligation invisible. Et lorsque tu décides finalement de t'arrêter, lorsque tu essaies de récupérer ton espace, ton temps ou ton énergie, tu es confronté à la dure réalité. Il n'y a pas de gratitude pour ce que tu as donné, il n'y a que de l'agacement pour ce que tu ne donnes plus. Parce que dans l'esprit des autres, tu n'as jamais été quelqu'un de généreux. Tu étais simplement quelqu'un qui était toujours là, quelqu'un qui n'a jamais fixé de prix, quelqu'un dont la valeur n'a jamais été définie. Et ce qui n'a pas de prix n'est pas respecté, n'est pas pris en charge, n'est pas protégé. Il est utilisé, il est exploité, il est pris pour acquis. Les gens ne sont pas intrinsèquement méchants, il n'y a pas toujours une intention sombre derrière tout cela. C'est simplement un principe de base de la nature humaine. Ce qui est rare est valorisé, ce qui est abondant est gaspillé. Si tu ne fixes pas toi-même la valeur de ton temps, de ton énergie, de ce que tu donnes, les gens ne le feront pas pour toi. Si tu ne fixes jamais de prix, les gens supposeront que tu n'en as pas. Et c'est là que la plupart se trompent. Beaucoup pensent que s'ils donnent suffisamment,
s'ils aident sans mesure, s'ils sont toujours disponibles, tôt ou tard, le monde le reconnaîtra, le rendra, le récompensera. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde ne récompense pas celui qui se donne, il récompense celui qui sait mettre une valeur à ce qu'il donne. Une faveur occasionnelle a un impact. Elle est mémorable, elle est appréciée. Mais quand les faveurs deviennent une routine, elles cessent d'être des faveurs et deviennent des attentes. Peu importe combien tu fais, peu importe combien tu donnes, si tu le fais sans mesure, les gens cesseront de le voir comme quelque chose de spécial. Ils le verront comme une partie du système, comme quelque chose de garanti, comme quelque chose qui est simplement là. Et quand un jour, tu décides de changer, quand tu essaies d'établir des limites, quand tu essaies de récupérer ce qui est à toi, la réaction ne sera pas de la gratitude. Ce sera du rejet, ce sera de la surprise, ce sera de la déception. Parce que pour eux, tu étais déjà gratuit. Les stoïciens enseignaient que le respect et la valeur ne sont pas obtenus par la quantité de ce que tu donnes, mais par la façon dont tu le donnes. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il ne s'agit pas de cesser d'aider. Il ne s'agit pas de refuser de soutenir ceux qui en ont besoin. Il s'agit de comprendre que ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Il s'agit de comprendre que si tu continues à agir comme si ton temps, ton énergie et ton effort étaient inépuisables, les gens ne le contesteront pas. Ils continueront simplement à le prendre, à l'utiliser, à supposer que tu seras toujours là. Le respect ne vient pas de combien tu donnes, mais de combien tu valorises ce que tu donnes. Et si tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera. 4. Être indispensable ne signifie pas être apprécié. Cela signifie qu'on vous exploitera avec un sourire. Être nécessaire peut sembler être un privilège, un statut, une position de pouvoir. L'idée que sans vous, les choses ne fonctionneraient pas, que votre présence est essentielle, que sans votre effort, tout s'effondrerait, peut gonfler votre ego et vous faire sentir important. Mais il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Être indispensable ne signifie pas être respecté ni valorisé. Cela signifie seulement qu'on vous utilisera jusqu'à ce que vous ne serviez plus. Lorsque vous devenez essentiel au fonctionnement de quelque chose, que ce soit au travail, dans une relation ou dans un cercle social, vous commencez à remarquer un modèle. Les gens ont besoin de vous, vous cherchent, vous exigent, mais pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouvez faire pour eux. Il n'y a pas de gratitude réelle, pas de reconnaissance authentique, seulement une dépendance déguisée en appréciation. Et tant que vous continuerez à remplir votre rôle, à résoudre des problèmes, à assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ils vous souriront, vous appelleront important, vous feront sentir que vous êtes essentiel. Mais le jour où vous vous arrêtez, le jour où vous décidez de fixer une limite, le jour où vous voulez sortir de ce rôle, le masque tombera. Il n'y aura pas de remerciement pour les années d'efforts, pas de reconnaissance pour tout ce que vous avez donné, seulement de la surprise, de l'agacement, de la déception. Parce que vous n'avez jamais été vraiment apprécié, vous avez juste été utile. Et l'utilité n'est pas respectée, elle est consommée. Le problème est que le besoin crée une illusion de sécurité. On nous apprend que si nous sommes indispensables, nous serons intouchables, que personne n'osera nous mettre de côté, que nous aurons toujours une place assurée. Mais la réalité est différente. Lorsqu'une personne est indispensable, elle n'est pas plus valorisée, elle est plus exploitée. On lui demande plus, on lui donne plus de responsabilités sans augmenter la reconnaissance, sans améliorer sa position. Parce que lorsque quelqu'un montre qu'il peut en faire plus, le monde lui en donnera plus, sans demander s'il le veut, sans se demander s'il le peut. Le piège est dans le confort des autres. Tant que vous résolvez tout, tant que vous êtes là, les gens ne voient pas de raison de changer. Ils ne voient pas de raison d'alléger votre charge, de partager l'effort, de vous donner la place que vous méritez vraiment. Et le pire, c'est que souvent, ce n'est même pas fait avec malveillance. C'est simplement plus pratique. S'il y a quelqu'un qui fait toujours tout, pourquoi se donner la peine de le faire soi-même? Mais quand vous décidez finalement de vous arrêter, de cesser d'être le soutien de tous,
le monde ne vous remercie pas. Le monde se plaint. Parce que vous leur avez enlevé quelque chose qu'ils considéraient déjà comme leur. Votre effort, votre sacrifice, votre disponibilité constante à tout résoudre. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'à la fin, ils s'habitueront à être sans vous. Ils chercheront quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Et vous, après avoir tant donné, après vous être épuisé, vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais été aussi indispensable que vous le pensiez. Les stoïciens ont enseigné que la véritable force ne réside pas dans le fait de devenir indispensable, mais dans le fait d'être indépendant. Ne pas permettre que sa propre valeur dépende de ce que l'on fait pour les autres. Comprendre que le respect ne se gagne pas en étant un outil utile, mais en sachant quand se retirer, quand dire « ce n'est pas mon affaire », quand laisser les autres affronter leurs propres problèmes. Être indispensable est un piège. Un piège déguisé en reconnaissance, en importance, en statut. Mais en réalité, c'est juste une autre forme d'esclavage, où la punition n'est pas une chaîne, mais un sourire, une tape dans le dos et une nouvelle tâche que vous n'avez jamais demandée. 5. Si les gens ne t'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, tu es un service, pas un ami. Le téléphone sonne, un message arrive, quelqu'un s'approche avec un sourire. Non pas parce qu'il veut savoir comment tu vas, non pas parce qu'il se soucie de ce que tu ressens, non pas parce qu'il apprécie ta compagnie. Ils appellent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils te cherchent parce qu'ils veulent quelque chose. Ils te trouvent parce qu'ils savent que tu diras oui. Et quand tu leur donnes ce qu'ils cherchent, ils disparaissent jusqu'à la prochaine fois qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'appréciation, ce n'est pas du respect, c'est de la commodité. Et la commodité ne crée pas de lien réel, seulement des relations transactionnelles déguisées en affection. Il ne s'agit pas de combien de fois quelqu'un t'a parlé, combien de fois il a cherché ton aide, combien de fois il est revenu vers toi. Il s'agit de ce qui se passe quand il n'a besoin de rien. Si la seule fois où quelqu'un pense à toi, c'est quand il a besoin de quelque chose, tu n'es pas une personne dans sa vie, tu es une fonction, une ressource, un outil accessible qui est utilisé quand il est nécessaire et mis de côté quand il ne l'est plus. Et le pire, c'est que souvent, tu te mets toi-même à cette place, parce que tu as fait de ta disponibilité constante ta marque de fabrique. Tu as permis que ta valeur soit mesurée par ce que tu peux donner, par ce que tu peux résoudre, par ce que tu peux apporter. Et quand tu essaies de changer cela, tu cesses d'être utile, et donc tu cesses d'être pertinent. Il n'est pas difficile de remarquer les schémas. Quand la conversation commence par un « Hey, pourrais-tu m'aider avec quelque chose ?» Quand le message arrive seulement quand il y a un problème à résoudre, quand le ton de la voix change en fonction du besoin du moment, tu as ta réponse. Si la seule façon dont quelqu'un se rapporte à toi est en te demandant quelque chose, alors il n'y a pas de relation, il n'y a qu'un système d'échange où tu donnes et l'autre reçoit. Et ce n'est pas que les gens le font toujours avec malveillance. Ce n'est pas que tout le monde est un manipulateur conscient de ce qu'il fait. C'est un simple instinct. Si quelque chose est là quand j'en ai besoin, si quelque chose répond quand je l'appelle, si quelque chose ne demande rien en retour, pourquoi le remettre en question? Tout comme personne ne pense à la lumière jusqu'à ce qu'il y ait une panne. Personne ne pense à celui qui est toujours disponible jusqu'à ce qu'un jour, il ne le soit plus. Le problème n'est pas que les autres te cherchent quand ils ont besoin de quelque chose. Le problème est que, si tu disparais dans tout autre contexte, ce qu'ils ont avec toi n'est pas une amitié, c'est un contrat silencieux où ton rôle est de servir, d'aider, de résoudre. Quand ta valeur dans la vie de quelqu'un est mesurée uniquement en fonction de ce que tu peux faire pour eux, il est temps de faire une pause et de te demander ce que tu es en train de construire. Quand tu décides de t'éloigner, quand tu commences à mettre des limites, quand tu arrêtes de répondre immédiatement, le paysage change. Certains partiront sans rien dire parce qu'ils n'ont jamais vraiment été là. D'autres essaieront de te faire te sentir coupable parce qu'ils sont mal à l'aise de perdre l'accès à ton aide. Et quelques-uns, ceux qui appréciaient vraiment ta présence au-delà de ce que tu leur donnais, resteront.
Les stoïciens comprenaient que la valeur d'une relation ne se mesure pas par le nombre d'interactions, mais par la qualité de celle-ci. L'amitié n'est pas un service. Une véritable amitié ne dépend pas des faveurs, de l'aide constante, de la disponibilité absolue. Une véritable amitié continue d'exister même quand il n'y a rien à gagner. Mais quand tu es toujours disponible, quand tu es toujours la solution, les gens cessent de te voir comme quelqu'un avec qui partager des moments, des idées, des conversations. Tu es le numéro qu'ils composent quand ils ont un problème. Tu es l'option facile, la réponse immédiate, la voie rapide pour sortir d'une situation difficile. Mais dès qu'ils ne peuvent plus en tirer profit, la relation s'effondre parce qu'il n'y a jamais eu de relation en premier lieu. Être utile est une chose, être une ressource en est une autre. Une amitié basée sur le besoin n'est pas une amitié, c'est une dépendance. Et personne ne respecte ce qui n'est là que pour servir. 6. Si tu dis toujours oui, tu deviendras l'écho des désirs des autres. Chaque fois que tu dis oui, sans y penser, sans le remettre en question, sans évaluer si tu le veux vraiment, quelque chose en toi se rétracte un peu. Un fragment d'identité, d'autonomie, de volonté est perdu. Parce que lorsque tout ce que tu fais est conditionné par l'approbation des autres, tu cesses d'être toi-même. Tu deviens une ombre, un reflet de ce que les autres veulent, l'écho des désirs des autres. Dire oui est facile, c'est la réponse rapide, celle qui évite les conflits, celle qui maintient l'équilibre dans les relations. C'est la voie de la moindre résistance. Mais le problème de toujours prendre la voie facile est qu'avec le temps, tu cesses de marcher par toi-même. Tu ne choisis pas, tu te laisses simplement porter. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est une usure progressive. D'abord, tu acceptes de rendre de petits services, puis tu commences à céder sur des décisions plus importantes, puis tu t'habitues à toujours prioriser les besoins des autres avant les tiens. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu vis dans un monde construit par d'autres, avec des règles que tu n'as pas établies, avec des attentes que tu n'as jamais défiées. Ta vie ne t'appartient plus, parce que tu n'as jamais appris à dire non. Le problème n'est pas d'être gentil, ce n'est pas de vouloir aider, ce n'est pas d'être disponible quand quelqu'un en a besoin. Le problème est lorsque le oui devient ta réponse automatique. Quand il n'y a pas de filtre, quand il n'y a pas de pause, quand tu ne te demandes jamais si tu veux vraiment le faire. Parce que quand tu dis oui sans discernement, tu te dis non à autre chose, à ton temps, à ton repos, à tes propres avions, à ta capacité de décider par toi-même. Et le pire de tout, c'est que les gens le remarquent. Quand quelqu'un voit que tu es toujours prêt, que tu ne refuses jamais rien, que tu ne fais jamais d'objection, il commence à le prendre pour acquis. Tu deviens une extension de sa volonté. Les stoïciens comprenaient que la liberté n'est pas seulement de faire ce que l'on veut, mais aussi de savoir quand ne pas le faire. Savoir quand refuser, quand poser des limites, quand se prioriser. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou de se fermer au monde, mais de prendre conscience que chaque fois que tu acceptes quelque chose sans y penser, tu t'éloignes un peu plus de ce que tu veux vraiment. Dire non est inconfortable. Cela crée des tensions. Cela peut faire que certaines personnes s'éloignent, que certaines se sentent offensées, que d'autres t'accusent d'avoir changé. Mais si la seule chose qui te maintient dans une relation, dans un groupe, dans une dynamique sociale, est ta volonté inébranlable de céder, alors tu n'es pas entouré d'amis, mais de gens qui ont appris à utiliser ton manque de résistance à leur avantage. Avec chaque oui automatique, tu perds un peu de contrôle sur ta propre vie. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu t'éloignes un peu plus de ce qui compte vraiment. Et quand tu deviens l'écho des désirs des autres, quand ta vie est définie par ce que les autres attendent de toi, le respect disparaît. Parce que le respect ne s'obtient pas en étant serviable, il s'obtient en ayant du discernement. La prochaine fois que quelqu'un te demandera quelque chose, avant de répondre, détends-toi. Demande-toi si tu veux vraiment le faire. Si la réponse est non, dis-le fermement, sans culpabilité, sans peur. Parce que le monde ne respecte pas ceux qui disent toujours oui.
Ils respectent ceux qui savent quand dire non. 7. Si tu agis comme un matelas, ne te plains pas si tout le monde se repose sur toi. Être toujours là pour les autres semble noble. Écouter leurs problèmes, offrir un soutien inconditionnel, être celui qui amortit leur chute, celui qui leur donne de la stabilité quand tout dans leur vie vacille. Au début, cela semble être un but, une preuve de caractère, un signe de force. Mais avec le temps, cette apparente force devient une sentence. Non pas un acte de respect, mais une condamnation silencieuse. Parce que lorsque tu es toujours le matelas sur lequel les autres tombent, personne ne se soucie de ce qui se passe lorsque le matelas s'use. Au début, les gens apprécient ton soutien, ta patience, ta capacité à absorber leurs problèmes sans te plaindre. Mais après un certain temps, ils arrêtent de le remarquer. Tu deviens quelque chose d'évident, une constante dans leur vie, un lieu sûr où ils peuvent atterrir sans craindre les conséquences. Et ce qui n'a pas de conséquences n'est pas respecté. Quand quelqu'un sait qu'il peut toujours compter sur toi, peu importe le poids que tu portes, peu importe si toi aussi tu as besoin de reprendre ton souffle, peu importe si au fond tu es à bout, il arrête de se demander s'il abuse de ta disponibilité. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que tu ne lui as jamais donné de raison de penser le contraire. Tu n'as jamais tracé une ligne, tu n'as jamais fait comprendre que toi aussi tu as un poids à porter. Et quand tu le fais enfin, quand pour la première fois tu décides de dire « je ne peux pas, je ne veux pas », ce n'est pas ma responsabilité. La réaction n'est pas de la gratitude pour toutes les fois où tu as été là. C'est de l'inconfort, c'est de la surprise, c'est un dérangement. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne respecte ce qui n'a pas de limite. Si tu te comportes toujours comme quelqu'un qui est prêt à porter les problèmes des autres, les gens supposeront que c'est ton rôle. Et quand un jour tu te fatigues, quand tu te rends compte que tu as passé trop de temps à absorber le poids des autres sans rien recevoir en retour, tu te sentiras trahi. Mais la vérité est que c'est toi qui as permis que les choses aillent jusque-là. Le respect ne s'obtient pas en étant un refuge inépuisable pour les problèmes des autres. Il faut faire comprendre que l'on a aussi des besoins, que l'on a aussi des limites, que l'on n'est pas là pour être une base sur laquelle tout le monde se repose sans penser aux conséquences. Il ne s'agit pas de ne pas aider les autres, de devenir indifférent ou d'ignorer la souffrance d'autrui. Il s'agit de comprendre que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera pour toi. Le monde est ainsi. Si tu te présentes comme quelqu'un qui est toujours disponible, qui écoute toujours, qui est toujours prêt à donner de son temps et de son énergie sans condition, les gens ne te le contesteront pas. Ils l'utiliseront simplement. Et quand tu essaieras de changer la dynamique, la résistance sera immédiate. Être un matelas pour les autres est épuisant. C'est un fardeau qui ne se voit pas, mais qui détruit de l'intérieur. Parce que pendant que tout le monde trouve du soulagement en toi, tu t'épuises. Pendant que tout le monde sent qu'ils peuvent compter sur toi, tu sens que tu ne peux compter sur personne. Si tu permets qu'on t'utilise comme une surface douce sur laquelle ils peuvent tomber peu importe combien de fois ils le font, ne sois pas surpris quand personne ne se demande comment tu te sens. Ils ne se plaignent pas des oreillers, ils ne se soucient pas des matelas. Ils les utilisent simplement jusqu'à ce qu'ils ne servent plus. 8. Si tu donnes toujours sans mesure, les gens te mesureront à 0. Donner est une arme à double tranchant. Au début, cela te donne une identité, te fait te sentir utile, te fait croire que le monde est un endroit où ce que tu donnes revient tôt ou tard. Mais la vérité est que donner sans mesure ne te rend pas noble, cela te transforme en un puits sans fond. Une source dont tout le monde boit sans penser à ce qui se passera quand elle se tarira. Parce que quand tu donnes et donnes sans mettre de poids à ce que tu offres, les gens cessent de le voir comme un acte précieux et commencent à le voir comme quelque chose de naturel. Ce qui est toujours là n'est plus remarqué. Ce qui ne coûte rien est déprécié. Ce qui est donné devient paysage. Au début, ils te remercient, ensuite ils l'attendent, puis ils l'exigent. Et quand un jour tu décides de ne plus donner, la réaction n'est pas de la gratitude pour tout ce que tu as offert avant, mais de l'irritation parce que quelque chose qu'ils sentaient comme leur a soudainement disparu. Le problème n'a jamais été les gens. Le problème, c'était toi.
parce que tu n'as jamais tracé une ligne, parce que tu n'as jamais fait en sorte que ce que tu donnais ait un prix, parce que tu n'as jamais fait en sorte que personne ne le mérite. Tu étais une rivière qui coulait sans interruption, une source inépuisable que personne ne pensait qui pourrait un jour se tarir. Et quand la sécheresse est arrivée, quand tu as essayé de récupérer quelque chose de ce que tu as donné, tu t'es rendu compte que personne ne le valorisait vraiment, parce que personne ne respecte ce qui ne coûte rien. La réalité est brutale, mais simple. Ce qui est facile à obtenir n'est pas pris en compte. Ce qui est donné sans effort n'est pas valorisé. Ce qui est toujours disponible est ignoré. C'est ainsi que fonctionne le monde. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Tu peux lutter contre cela ou tu peux apprendre à jouer avec ses règles. Beaucoup pensent que s'ils se donnent sans mesure, le monde les verra avec admiration, gratitude, respect. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils te cantonnent à un rôle où ta seule fonction est de donner, donner et donner, sans rien attendre en retour. Tu deviens une ressource, un fournisseur, un accès direct à ce dont les autres ont besoin. Et quand une ressource cesse d'être utile, elle ne reçoit pas de reconnaissance. Elle cesse simplement d'exister. C'est pourquoi, quand quelqu'un essaie de récupérer ce qu'il a donné, quand il essaie de mettre des limites après des années de dons, ce qu'il reçoit n'est pas de la gratitude, c'est du ressentiment. Parce que le monde ne se souvient pas de ce que tu as donné, il ne ressent que ce que tu as cessé de donner. Le respect ne vient pas de combien tu donnes, mais de combien tu fais en sorte que les autres s'efforcent de le recevoir. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, ni de fermer la porte à tout le monde. Il s'agit de leur apprendre que ce que tu donnes a un prix, pas en argent mais en effort, en réciprocité, en conscience. Parce que si tu continues à te donner sans mesure, si tu continues à te donner sans condition, ne sois pas surpris si un jour on te mesure à zéro. Nous avons tous été là. Quelqu'un qui avait l'habitude de nous prêter attention nous ignore soudainement. Il ne répond pas aux messages, agit comme si nous n'existions pas ou nous traite simplement avec indifférence. Et sans nous en rendre compte, nous commettons la pire erreur. Nous nous torturons l'esprit. Nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas. Mais la vérité est la suivante. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Le seul pouvoir qu'il a sur toi est celui que tu lui donnes. Et c'est là que la plupart se trompent, en réagissant avec anxiété, en essayant de récupérer la validation de quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais eu autant de valeur que tu le pensais. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour mendier de l'attention, ni pour essayer de faire la paix. Nous sommes là pour renverser la situation, pour détruire son ego sans lever le petit doigt. Pas avec de la haine ou de la vengeance, mais avec quelque chose de beaucoup plus fort, une véritable indifférence, un détachement absolu et une croissance personnelle imparable. Parce que le problème n'a jamais été qu'on t'ignore. Le problème était que tu croyais que son attention signifiait quelque chose. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de chercher une validation externe et que tu te concentres sur toi-même, la dynamique change. Ce n'est plus toi qui perds, ce sont eux qui se rendront compte, trop tard, de ce qu'ils ont laissé partir. Ensuite, je te montrerai les clés pour y parvenir. Mais je te préviens, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir et à devenir l'histoire qu'ils ne pourront jamais oublier. 1. Rends invisible ton intérêt, qui se demande s'il a jamais existé. La plus grande arme de quelqu'un qui t'ignore est la certitude que tu te soucies de lui. Il sait que tu es là, à attendre, à analyser, à essayer de comprendre son indifférence. Et plus tu le fais, plus tu lui donnes du pouvoir. Mais c'est ici que nous changeons la donne. La première chose que tu dois faire est de disparaître, mais pas fondamentalement. Disparais émotionnellement. Ne laisse aucune trace d'intérêt. Ne cherche pas d'explication. N'essaie pas d'attirer l'attention de quelque manière que ce soit. Coupe l'approvisionnement en énergie que tu lui donnais, sans t'en rendre compte. Si tu répondais rapidement, arrête de le faire. Si tu répondais lentement, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de le faire. Si tu répondais avec attention, arrête de
Si tu regardais ses réseaux, arrête de le suivre. Si dans ta tête il occupe encore de l'espace, fais du ménage. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'ignorer de manière évidente et forcée, il s'agit de faire en sorte que ton attitude crie que sa présence ou son absence t'est complètement indifférente. La clé est dans la subtilité. Ne bloque pas, ne fais pas de snobismes inutiles. Fais simplement disparaître ton attention. Qu'il se demande s'il a jamais signifié quelque chose pour toi, qu'il se demande si tu as vraiment jamais eu d'intérêt. Parce que quand quelqu'un qui avait le contrôle sur toi sent que son pouvoir s'effondre, l'incertitude le dévore de l'intérieur. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que ignorer signifie bloquer, faire des commentaires passifs-agressifs ou se montrer excessivement heureux sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Mais c'est une erreur. Cela ne fait que prouver que tu te soucies encore. La véritable indifférence ne s'annonce pas. Elle se ressent. Imagine-le ainsi. Si un acteur sur scène est hué, il est toujours le centre de l'attention. Mais si le public se lève simplement et part sans dire un mot, son existence devient insignifiante. C'est ce que tu dois faire. Ne pas répondre, ne pas réagir, ne rien montrer. Quand quelqu'un sent qu'il a perdu le contrôle sur ton attention, son ego commence à vaciller. Il se demandera si tu as vraiment jamais tenu à lui, si tout n'était qu'une illusion dans sa tête. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Quand quelqu'un doute de son propre importance, son besoin de validation augmente. À ce stade, souvent, la personne qui t'ignorait commence à chercher des moyens de récupérer ton attention, même de manière indirecte. Non pas parce qu'elle se soucie de toi, mais parce que son ego a besoin de rétablir l'équilibre. Peut-être t'enverra-t-elle un message décontracté, fera-t-elle un commentaire en commun avec d'autres, ou essaiera-t-elle de faire quelque chose qui lui rappelle sa présence. Mais ne tombe pas dans le piège. L'objectif n'est pas qu'il revienne, ni qu'il réalise son erreur. L'objectif est que tu cesses d'avoir besoin qu'il le fasse. Que tu arrives à un point où sa présence ou son absence t'est égale, parce que ton attention est ailleurs, parce que tu comprends que la véritable liberté n'est pas de récupérer l'attention de quelqu'un, mais de ne plus te soucier de l'avoir ou non. Ce n'est pas un processus facile. Ton esprit essaiera de te saboter, se demandant si tu fais la bonne chose. Tu voudras consulter son profil, lui répondre avec une indifférence feinte ou lui donner un dernier signe de vie. Mais chaque fois que tu le fais, tu rends le contrôle. Apprends à te sentir à l'aise dans la distance. Utilise le silence comme ta meilleure stratégie. Parce que quand tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne cherche pas, qui n'a pas besoin, l'autre personne est laissée avec la question la plus inconfortable de toutes. Et si je n'ai jamais compté pour lui ? Et là, juste là, c'est là que tu détruis son ego sans lever le petit doigt. 2. Détache ton énergie, comme si c'était deux mondes distincts. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement son attitude qui t'affecte, c'est l'énergie que tu continues à investir dans cette personne, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu continues à penser à ce qu'elle a fait, tu continues à analyser ses actions, tu continues à réagir intérieurement à son indifférence. Mais voici la vérité, si tu restes connecté énergétiquement à quelqu'un qui t'ignore, c'est toi qui es lié, pas eux. Détacher ton énergie signifie couper tout lien, pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Il ne suffit pas d'arrêter de lui parler ou de faire semblant de ne pas t'intéresser. Tu dois le sortir complètement de ton espace intérieur. Pense à ceci, imagine que tu es attaché à une corde et que l'autre personne tient l'autre extrémité. Même si tu ne tires pas dessus, le simple fait d'être encore connecté signifie que tu n'es pas libre. Le véritable pouvoir n'est pas de lâcher un peu, mais de couper la corde à la racine. Ne regarde pas, ne cherche pas, n'analyse pas. Si tu continues à consulter son profil, si tu attends toujours qu'elle réagisse, si tu te demandes toujours pourquoi elle agit ainsi, tu es toujours accroché. Change immédiatement ton point de vue. La meilleure façon de détacher ton énergie est de la détourner vers quelque chose de plus grand. N'essaie pas de ne pas penser à cette personne, car cela ne fait que renforcer sa présence dans ton esprit. Au lieu de cela,
Remplis ta vie de quelque chose qui compte vraiment. Évite de tomber dans le récit de la victime. Ne te permets pas des pensées comme « je ne comprends pas pourquoi elle m'ignore » ou « c'est injuste qu'elle me traite ainsi ». Chaque fois que tu fais cela, tu te convaincs que tu es toujours lié. Quand tu détaches complètement ton énergie, l'autre personne le ressent. Pas parce que tu fais quelque chose d'évident, mais parce que la vibration change. Avant, ils savaient que tu étais là, en attente, disponible. Maintenant, ils ressentent le vide de ton absence. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Leur ego commence à se déstabiliser. Car l'indifférence n'est efficace que lorsqu'elle affecte l'autre. Si soudainement tu cesses de faire partie du jeu, la dynamique change. Ils commencent à ressentir ce que tu ressentais avant. Ils se demandent pourquoi tu n'es plus affecté, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi ta vie continue sans eux. Ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'intéresser, tu te déplaces réellement à un niveau où leur présence ou leur absence ne change plus rien. C'est ici que tu récupères ton pouvoir. Car la véritable liberté n'est pas de les faire revenir, mais que leur indifférence n'ait plus le moindre impact sur toi. Et quand tu arrives à ce point sans même essayer, c'est toi qui commences à les ignorer sans effort. 3. Visse si intensément que son absence devienne insignifiante. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent quand quelqu'un les ignore est de rester coincés dans l'attente. Ils restent en suspens, analysant, imaginant des scénarios, laissant l'absence de cette personne consommer leur énergie. Mais voici la clé. Quand ta vie devient trop grande, son indifférence devient trop petite. Le vide que tu ressens n'est pas dû à l'autre personne. C'est à cause de l'espace mental que tu lui as accordé. Ce n'est pas son absence qui t'affecte, c'est le manque de quelque chose de plus puissant pour la remplacer. Si tu veux reprendre le contrôle, la solution n'est pas de lutter contre cette absence, c'est de remplir ton monde avec quelque chose d'aussi intense que son existence cesse d'avoir de l'importance. C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que pour montrer leur détachement, ils doivent faire semblant d'aller bien, poster des photos en souriant, faire des publications indirectes, chercher une validation externe pour prétendre que cela ne les a pas affectés. Mais tout cela, c'est agir à partir de la blessure. C'est essayer de prouver quelque chose qui pèse encore au fond. La clé n'est pas d'apparaître, mais que son absence cesse vraiment d'être pertinente. Pour y parvenir, tu dois devenir la personne la plus occupée de ta vie. Pas avec des distractions vides, pas en remplissant le temps avec des choses sans sens, mais avec un véritable but. Si ta routine tourne autour de vérifier s'il est revenu, s'il a parlé, s'il te regarde encore, cela signifie que tu lui as encore accordé trop d'espace. Mais quand ton esprit est concentré sur la croissance, sur l'avancement, sur la construction, cette énergie disparaît. Redéfinis tes priorités. Si le temps que tu passes à penser à cette personne est investi dans l'amélioration de ton physique, dans la lecture, dans le développement de compétences, dans la réalisation de choses qui te renforcent, peu à peu son importance se dilue. Non pas parce que tu essaies de l'oublier, mais parce qu'en construisant quelque chose de plus grand, son absence devient minuscule. Voici ce qui se passe. Quand quelqu'un t'ignore, il le fait souvent en pensant que cela aura un effet sur toi. Il se peut qu'il espérait que tu deviennes obsédé, que tu essaies de le récupérer, que tu te sentes perdu. Mais quand il voit que son absence non seulement ne t'a pas arrêté, mais n'a même pas laissé de traces dans ta vie, c'est là que le coup est réel. Car ignorer est une stratégie de pouvoir. Elle repose sur le fait de faire sentir à l'autre personne son propre insignifiance, de créer le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose. Mais quand celui qui a été ignoré continue d'avancer sans ciller, sans réagir, sans même prendre le temps de le traiter, la dynamique change complètement. C'est le moment où beaucoup de personnes qui t'ont ignoré essaieront de revenir. Non pas parce qu'elles se soucient vraiment de toi, mais parce que leur ego ne peut pas accepter que leur absence n'ait pas eu l'impact escompté. Soudain, tu redeviens intéressant. Parce que maintenant, c'est toi qui n'es pas disponible.
C'est toi qui n'as pas le temps, c'est toi qui as cessé d'avoir besoin de sa présence. Mais voici la partie la plus importante. Quand tu vis avec intensité, quand tu construis vraiment une vie qui en vaut la peine, tu ne te soucies plus de savoir si tu reviens ou non. Tu ne t'intéresses plus à savoir si tu ressens l'impact de ta propre indifférence. Parce que tu as tellement grandi que ce qui semblait important avant n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est là le véritable pouvoir, non pas en faisant revenir quelqu'un, mais en faisant en sorte que son absence cesse d'avoir du poids. En devenant quelqu'un qui n'attend pas, qui ne mendie pas, qui ne s'arrête pas. Quelqu'un qui comprend que la meilleure réponse à l'indifférence n'est pas la vengeance, mais une vie qui continue d'avancer sans avoir besoin de personne. Parce qu'au final, celui qui gagne vraiment n'est pas celui qui ignore, mais celui qui est si grand qu'il ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. 4. Devient l'histoire qu'il racontera, mais qu'il ne récupérera jamais. Quand quelqu'un t'ignore, il ne fait pas seulement le choix de t'éloigner de sa vie. Il suppose que son indifférence n'aura pas de conséquences, que tu seras toujours là s'il décide un jour de revenir. Mais c'est là que tu le désarmes complètement, non pas en disparaissant, mais en devenant un souvenir qu'il ne pourra plus jamais toucher. Pense à ceci, nous avons tous quelqu'un dans notre vie que nous avons pris pour acquis. Quelqu'un qui semblait toujours disponible à un moment donné, quelqu'un que nous n'avons pas assez apprécié. Et quand nous nous sommes finalement réveillés, il était déjà trop tard. Cette personne avait changé, avait évolué, avait continué sans nous. Elle est devenue un « et si » et un fantôme que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est le rôle que tu dois assumer, mais pas de manière forcée, pas en prétendant avoir changé juste pour prouver quelque chose. Tu dois te transformer en quelqu'un de si solide, si concentré sur sa propre croissance, que ta version passée est complètement laissée derrière. C'est ici que la plupart échouent. Ils veulent que l'autre personne réalise ce qu'elle a perdu. Ils veulent qu'elle revienne, qu'elle souffre, qu'elle remarque ce qu'elle a laissé partir. Mais cette mentalité est toujours de la dépendance. La vraie victoire n'est pas qu'il te manque, mais que tu n'aies plus le moindre intérêt à revenir. Comment y parvenir? En arrêtant d'agir à partir de la blessure et en commençant à agir à partir de l'évolution. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire des publications indirectes. Tu n'as pas besoin que le monde sache combien tu as changé. Tu as juste besoin d'être. Quand quelqu'un qui t'a ignoré te croise après un certain temps et voit que tu n'es plus la même personne, que ton énergie a changé, que tu ne réagis plus de la même manière, son cerveau entre en conflit. Il commence à se demander à quel moment tu as cessé d'être qui tu étais. Ils réalisent que ce à quoi ils avaient une fois accès est maintenant hors de portée. Et c'est le point où ils deviennent ceux qui se demandent ce qui s'est passé. Ceux qui regardent en arrière avec nostalgie. Ceux qui commencent à réaliser que t'ignorer a été leur pire erreur. Mais quand tu arrives ici, cela n'a plus d'importance. Parce qu'à ce moment-là, tu as tellement grandi qu'il n'y a plus de place pour regarder en arrière. Devenir l'histoire que tu ne pourras jamais récupérer signifie évoluer à tel point qu'ils ne te reconnaissent même plus. Cela signifie que le pouvoir n'est plus entre leurs mains, mais entre les tiennes. Non pas parce que tu les as fait souffrir, non pas parce que tu les as punis, mais parce que tu as simplement continué à avancer jusqu'à ce que leur présence ou leur absence ne change plus rien. Et à ce moment-là, sans même essayer, tu deviendras quelqu'un